Bienvenue dans Décharge, une conversation intime qui met en lumière les déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes au parcours varié se confient et racontent la construction de leur féminisme. Dans cet épisode de Décharge, j'ai échangé avec Grim. Son quotidien est politique, et pour cause. Quand on ne rentre pas dans les normes, les violences sont nombreuses. Alors depuis quelques années, en tant que drag queen, Yael devient Lorelai Hide and Nipples. Une manière de s'approprier les codes d'une féminité qu'on lui refusait, mais aussi de retrouver une famille, une forme de communauté et de soutien. Et si ces luttes passent en partie par la performance, elles se retrouvent aussi au jour le jour, dans ses discussions, études et j'en passe. Entre deux blagues de biologistes, on parle de la différence entre être radical ou perçu comme tel, du monde queer et de colère. Bonne écoute! Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, Grimalkin. Merci. Je suis très contente d'être là. Tu dis ça en n'ayant l'air pas hyper rassurée comme ça. Non, je suis un peu intimidée, mais je suis quand même assez heureuse d'être là. Ça me fait rire que tu dises ça alors que, en tant que drag queen, tu performes devant plein de gens. Déjà, quand je performe, avant de monter sur scène, je suis au bord de la crise de stress. C'est très intimidant. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que le drag, c'est un peu comme une armure. À la fin du processus de maquillage et de création des vêtements et de la performance, cette espèce de double personnalité dans laquelle tu rentres, dans mon cas en tout cas, elle est beaucoup plus courageuse que moi en fait. Je suis beaucoup plus courageuse quand je suis Lorelai et donc quand je suis en drag que le reste du temps. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu justement ce monde drag queen pour les auditeuristes qui connaîtraient pas? Parce que moi j'ai déjà vu des shows, etc. Parce que j'adore ça, que je trouve ça super tout court. Mais je me demandais comment tu l'expliquerais. Pour moi, c'est une forme d'art et de performance qui permet de jouer avec des codes de genre. Il y a des drag queens, des drag kings et des drag queer. Après, le drag, il y a des gens qui disent que c'est assez récent, c'est né aux États-Unis. Il y a des gens qui ramènent ça au théâtre shakespearien et au fait que les femmes n'avaient pas le droit de jouer dans les pièces. Donc les hommes jouaient des personnages féminins. Au théâtre kabuki au Japon, c'est un peu, je pense que c'est le drag comme on le connaît, nous, aujourd'hui, est assez récent. Mais l'idée d'avoir des hommes qui se, entre gros guillemets, déguisent ou qui se transforment en femmes, c'est quelque chose d'assez vieux. Et pourquoi est-ce que tu as choisi comme nom de scène Lorelai Hide and Nipples? Le nom Lorelai, c'est moi qui l'ai choisi parce que c'est inspiré de ce poème allemand qui est une nymphe qui noie des marins. Donc, c'était mon approche au drag. J'essaye d'avoir une approche au drag qui est en partie critique et en partie politique. Donc, qui permet de jouer avec des codifications très genrées, très hétéronormées, de poser certaines questions, certains questionnements queer ou féministes. Donc, si tu veux, l'idée d'être une femme qui tue des hommes, bien sûr au sens un peu humoristique de la chose, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Après, Hide and Nipples, c'est parce que j'ai été adoptée par ma drag mother, qui s'appelle elle-même Frida Nipples. Juste pour les traductions littérales quand même, moi là je suis morte de rire, mais parce que c'est vraiment genre libérer le téton et hide the nipples, c'est le cacher. Exactement, en fait ma drag mother est chilienne, ou chilio-descendante. J'espère pas dire de bêtises, mais en tout cas elle est chilienne et donc elle a créé ce nom en partie par respect pour Frida Kahlo et par rapport au mouvement de libération du sein. Elle est elle-même féministe et donc quand elle m'a nommé, elle a joué, on a
fait un échange un petit peu au moment des créations de ce nom, on s'est échangé des idées, etc. Et c'est vrai qu'on a joué avec cette, euh, cette dichotomie entre elle, donc qui libère le téton, et moi plutôt qui le cache. Ok. Et justement, est-ce que c'est important de recréer des familles au sein, en fait, du monde drag en général? Pour toi, en tout cas? Bah, c'est pas une obligation, puisque je connais beaucoup de drag queens qu'on appelle des drag queens orphelines, qui n'ont pas de mère, qui se sont créées vraiment toutes seules. Après, c'est une tradition dans la communauté drag et même dans la communauté queer en général et la communauté trans, de créer des familles adoptives, en fait. Si on n'a pas, parfois on n'a pas malheureusement on n'a pas l'amour et le soutien de sa famille biologique, donc on se recrée une famille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est né dans beaucoup de communautés minoritaires, dont le drag. Et pour moi, c'était important d'être guidé par une personne qui avait plus d'expérience que moi et que son nom soit transmis, d'avoir la possibilité peut-être plus tard de le transmettre moi-même, si un jour j'ai une fille. Mais pour moi, c'était important, oui, de faire partie d'une famille. Après, ce qui est fascinant dans le monde du drag, c'est que j'ai une famille au sens restreint, puisque j'ai donc une mère drag queen, j'ai une grand-mère drag queen, j'ai une tante drag queen. Mais les drag queens avec qui je travaille, qui ont créé un collectif qui s'appelle la House of Johnny Vegas, elles se considèrent elles-mêmes sœurs, sans forcément ce lien de parenté, de transmission de nom de famille. Ça devient aussi, j'ai l'impression, des cercles de soutien. Et je pense que c'est hyper important, d'autant plus dans des communautés qui ont moins de visibilité, parce que ça correspond pas à la norme blanche, hétéro, etc. Bon, nous, enfin, je fais partie de ce collectif depuis assez peu de temps, mais on est un collectif très diversifié, puisqu'on est des drag queens et des drag queers. Pour l'instant, on n'a pas encore de drag king, mais on aimerait beaucoup. Qui sont à la base des personnes. Il y a des hommes cis homosexuels, des femmes cis, des femmes transgenres, parce que même dans le drag, il y a de l'exclusivité. Il y a des gens qui considèrent que le drag ne devrait être fait que par des hommes homosexuels. Nous, on combat cette idée. On trouve que c'est une idée très... je ne sais pas si j'ai le droit de dire arriérée. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est que l'espace inclusif que c'est censé être ne l'est plus. Dès lors qu'on reclassifie et qu'on dit toi tu peux pas, selon ton étiquette, ton orientation sexuelle ou ce que t'as entre les jambes, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça la question? Et tu as parlé plusieurs fois de communauté queer. Qu'est-ce que tu entends par ce mot? Parce que on en a discuté un petit peu avant, hors enregistrement, et tu me disais aussi que parfois il perd pour toi son sens politique. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Bon, de nouveau, c'est ma vision, c'est une vision assez personnelle et je suis pas sûr qu'elle soit juste à 100%, mais pour moi, queer, c'est un terme parapluie qui englobe beaucoup de choses, mais dont le sens premier est l'utilisation de ton orientation sexuelle ou ton identité de genre de manière politique. La politisation de tes identités. C'est aussi un terme parapluie parce que ça regroupe, ou ça regroupait, je ne sais pas, mais pour moi ça regroupe toujours toutes les personnes rejetées de la communauté LGBTQI. Donc lesbienne, gay, bi, trans. Ouais, voilà, cette grande communauté qui donne l'impression qu'elle est pleine d'amour et pleine d'acceptation, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas, dû aux schémas sociaux très hétéronormés et très cisgenrés. Et donc, c'est vrai que les personnes transgenres ont souffert et souffrent toujours d'ailleurs, mais de beaucoup de transphobie interne à cette communauté. Des hommes homosexuels efféminés ou des personnes non binaires, ce qu'on appelle les lesbiennes butch ou les lesbiennes qu'on considère trop masculines,
beaucoup de personnes racisées aussi énormément. Donc toutes ces personnes un peu rejetées parce qu'elles sont trop ceci, trop cela, trop voyantes, trop extravagantes, et donc elles souffrent de discrimination et de haine interne à cette communauté, se sont un peu regroupées toutes ensemble sous ce terme parapluie qui est le terme queer. Pour moi, c'est la définition du terme queer. Après, je sais que c'est un terme qui est né dans les années 80, il me semble, et qui a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on le voit un peu partout. Justement, c'est pour ça que je te demande un peu ta définition et tes perspectives personnelles, parce que je pense pas forcément qu'il y ait de juste ou faux, mais parce qu'il est tellement... Enfin, ce terme de queer est repris de plus en plus médiatiquement aussi, Oui. mais où j'ai l'impression qu'on l'utilise pour un peu tout, indépendamment des luttes que ça contient. Jamais trop sans expliciter, c'est pour ça que je te demande ce que tu entends par là. Pour moi et la majorité des gens que je côtoie, que je connais, qui se définissent queer, il y a une véritable identité politique, enfin de politisation et d'activisme derrière. Si tu veux, pour moi, pour prendre une analogie un peu bateau, c'est le pouce est un doigt, mais tous les doigts ne sont pas un pouce. Pour moi, tous les queers font partie de la communauté LGBTQI, mais tous les LGBTQI ne sont pas forcément queer. Je ne sais pas si c'est très clair comme analogisme, mais... Je m'attendais pas à ce que tu parles de pouce, etc., donc ça m'a un peu perturbée. Bah, ou genre, la grenouille est un batracien, mais tous les batraciens ne sont pas des grenouilles. C'est ce que je veux Je dire. crois que c'est des blagues de biologistes. Oui, c'est très possible que ce soit des blagues de biologistes. Mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Tu l'entends vraiment dans un sens d'activisme politique, et où on peut très bien avoir couché avec des femmes en tant que meuf cis, sans pour autant thématiser son orientation sexuelle comme une lutte Oui, politique. exactement. Et puis que, de nouveau, pour les personnes que je connais et moi-même, j'ai l'impression que c'est aussi, pour les personnes qui se disent queer, il y a un vrai rejet d'un système et de schémas très hétéronormés, très cisgenrés, très binaires. Cisgenré, est-ce que tu pourrais expliquer pour les personnes qui ne comprennent pas ce que ça sous-entend? Ou peut-être que je peux le tenter, hein, et tu me reprends. Je vais le tenter. Cisgenre, c'est qui se reconnaît dans le sexe biologique de naissance, ainsi que dans le genre qui est assigné. Exemple, je suis née femme avec une vulve et ai été élevée en tant que femme. Et tu as une expression de genre qu'on considérerait assez féminine. Exactement. Qui s'oppose tout simplement en fait à trans, qui est donc ou l'inadéquation entre ton identité de genre et ton sexe biologique en fait. L'exploration des identités de genre, qui j'ai l'impression est en pleine explosion, en tout cas au niveau de l'invention de terminologie et d'identification. Pour moi, personnellement, je ne sais pas si c'est forcément partagé, mais pour moi, la non-binarité, les personnes agenres, donc qui se reconnaissent comme n'ayant aucun genre, les personnes polygenres, etc., s'inscrivent d'une certaine manière dans le spectre de la transidentité. Après, ça amène de nouvelles questionnements, de nouveaux questionnements, qui sont, par exemple, dans le combat contre la binarité genrée, de faire attention aussi à ne pas invisibiliser les luttes trans. Donc de nouveau, ça devient ce sont des questionnements très complexes, c'est plein de débats, tout le monde ne partage pas forcément le même avis. Il y a des gens qui voient la transidentité comme quelque chose de très binaire, vraiment entre guillemets, de changement de sexe, vraiment d'inadéquation. Tu es né homme, tu te sens femme. Il y a des gens qui considèrent que c'est beaucoup plus fluide et que le spectre de transidentité regroupe beaucoup d'identités qui sont tout simplement multiples et surtout non cisgenres en fait. Ok. Et
Tu parlais avant du fait que les espaces queer sont des espaces politiques, des espaces activistes, mais où aussi parfois on peut retrouver certaines formes de violence et discrimination. Tu disais où tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ou peut-être que c'était pas ça. Ah, c'était par rapport à la scission LGBT et queer. Oui. Ok, pardon. Alors non, c'était pas ça que Bah, j'entendais. par exemple, pour te donner un peu un exemple, moi je m'identifie en tant que personne non binaire femme. Ce qui est un peu, qui peut paraître un peu illogique pour certaines personnes, puisque si je me considère non binaire, donc non ni homme ni femme ou les deux, pourquoi est-ce que je rajoute femme à la fin? Mais parce que c'est une manière pour moi d'exprimer une féminité qui m'a été refusée durant mon enfance, que j'ai pas pu explorer pendant mon enfance. Mais en tant que personne non binaire, la société va me percevoir soit comme un homme homosexuel, soit parce que j'ai une expression de genre assez féminine et j'ai la chance ou pas, je sais pas, d'avoir un physique assez androgyne. Il arrive souvent qu'on me prenne pour une femme et qu'on me genre au féminin, ce qui me dérange pas du tout. Euh, mais donc, interne, par exemple, à la communauté homosexuelle homme, gay, sur les applications de rencontres ou en soirée, bah, on va me reprocher d'être trop efféminé, on va me dire, mais en fait, t'es pas vraiment un mec, donc je veux pas te côtoyer, pas sortir avec toi, pas coucher avec toi, parce que bah, moi, je suis un homme gay et j'aime les hommes et toi, t'es pas vraiment un homme. Donc, il y a des dynamiques d'oppression interne à cette grande communauté LGBTQI. Ok, c'était ça que t'entendais et où au final le sexisme et la misogynie peut potentiellement parfois se reproduire. Eux-mêmes se reproduisent énormément parce que malheureusement, il y a énormément d'hommes homosexuels qui sont très misogynes. On en a vu des exemples à la, à la Marche des Fiertés à Paris. Il y a une vidéo qui est devenue un peu virale d'un gang, enfin d'un gang, pas du tout, d'un groupe de bikers homosexuels hommes qui ont insulté des femmes qui étaient présentes à la Marche des Fiertés. Il y a une grosse misogynie interne à la communauté gay, mais parce que, bah, de nouveau, ce sont des hommes qui reproduisent des schémas sociaux, quoi. Non, c'est clair. Et j'ai marqué colère. Je sais pas pourquoi j'ai marqué colère. J'ai une petite feuille sur laquelle je prends des notes souvent quand je discute avec les personnes que j'invite juste avant d'enregistrer. Et là, j'ai marqué colère. Donc c'est bien de vouloir être organisé et prendre des notes, mais au final, ça ne m'aide pas du tout. Colère. Bah oui, mais moi, je suis vénère aussi. Moi, on me dit souvent, avant de me connaître, euh, que j'ai l'air très antipathique, un peu hautaine et méchante. Ah, carrément. Parce que il est vrai que je peux avoir, quand je connais pas très bien les gens, je pense de manière très inconsciente de ma part, je peux être une personne très froide, sans véritablement le vouloir, et qui n'est pas une marque de haine envers la personne que je rencontre, mais je peux être une personne assez froide, ou je peux aussi avoir l'air en colère, parce que parfois j'entends des discours que j'ai tellement l'habitude d'entendre et avec lesquels je suis tellement en opposition que, bah, de nouveau, je sors de mes gonds très rapidement et je deviens un peu agressive. Ce que je trouve qu'on ne devrait pas forcément me reprocher, mais après, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que tu l'as marqué, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai l'impression justement que cette colère, elle est souvent... On nous la laisse pas, tu sais. Alors après, moi en tant que femme cis, souvent ben, on va dire que les femmes sont hystériques. Exactement. Voilà. Il y a le soupçon d'hystérie, quand bien même j'explique quelque chose calmement mais avec fermeté. Une femme qui ouvre sa gueule, c'est forcément une femme hystérique. Un homme qui ouvre sa gueule, c'est un homme qui a des opinions. C'est reproché à toutes les minorités, que ce soit les minorités de genre ou de sexualité, que ce soit les femmes féministes ou les personnes racisées. Dès qu'on ose euh, s'exprimer et s'opposer à notre oppresseur nous reproche cette agressivité, cette colère qui est non constructive,
comme tu dis, ce soupçon d'hystérie, toujours dès qu'une femme a une opinion. Pour moi, l'épitacle de l'oppresseur, c'est l'homme blanc, euh, cisgenre, hétérosexuel et riche, on peut le dire, hein, capitaliste, et que cette espèce de personnage déteste être mis en question, déteste voir ses privilèges être mis en question, parce que pour lui, ça signifie moins de liberté. Alors qu'au final, ça ne signifie pas du tout moins de liberté. Pour lui, ça signifie juste plus de liberté pour nous. En plus, enfin, je sais que ça peut être la remise en cause de ses privilèges, ça peut être une grosse claque, entre guillemets, surtout quand on a beaucoup de privilèges. Et c'est pas forcément, je reconnais que c'est pas forcément quelque chose d'agréable, hein, de voir tout son système de pensée s'écrouler devant soi et de devoir reconstruire la manière dont on perçoit les choses et on perçoit la société. C'est pas quelque chose de facile, euh, mais c'est faisable. Les personnes queer le font, les féministes le font, les personnes racisées le font tout le temps. C'est faisable. Donc ne pas le faire, pour moi, n'est pas excusable en fait. Non, c'est clair. Et puis où souvent on demande aussi aux personnes d'expliquer leur lutte, qu'elles soient concernant, je sais pas, les diversités fonctionnelles, les questions de classe sociale, les questions d'orientation sexuelle ou autre. Le handicap aussi, les situations de handicap. Bien sûr. Alors que si c'est pas quelque chose qu'on connaît d'expérience, on peut aussi, dès lors qu'on a une porte d'entrée, tu vois, sur ces sujets, ou se renseigner, en fait, et se dire, ben, je suis pas le point central et le point neutre, quand bien même on a certains privilèges, tu vois. Il est souvent attendu des minorités qu'elles éduquent la majorité oppressive ou les majorités oppressives. Parce que, en tant que majorité oppressive, on n'est pas amené à côtoyer ces personnes et à comprendre ces luttes, etc. Pour moi, ça amène deux choses. La première, c'est que à partir du moment où on est amené, comme tu dis, cette porte d'entrée à découvrir cette lutte ou découvrir une thématique, en tant que majorité, on devrait s'éduquer soi-même. Une fois qu'on a été amené à ce sujet qu'on ne connaissait pas, on ne devrait pas attendre de la personne minoritaire qu'elle nous éduque sur tout. Déjà parce que tout le monde n'a pas la science infuse. Donc, même moi qui vis dans les questionnements queer, les questionnements féministes, dans ma vie de tous les jours, il y a plein de trucs qui m'échappent, il y a plein de trucs que je comprends pas et plein de choses que je sais pas. Donc, je peux pas non plus éduquer quelqu'un. C'est la deuxième chose que je voulais dire, je sais plus ce que je voulais dire. C'était sur les questions d'éducation à autrui en tant que personne privilégiée. Et que oui, voilà. Et que quand on est une minorité, on passe déjà tellement de temps à survivre. Et je dis ça parce que, bon après c'est propre à chaque personne, mais me concernant, j'ai une identité de genre qui est très extravagante. Et donc c'est un peu écrit sur mon front ou sur mes vêtements que je suis homosexuel ou que je suis trans. C'est un peu... ça se voit, quoi. Je passe jamais inaperçu euh, dans la majorité des situations dans lesquelles je suis, à part dans les safe spaces queer, dans lesquels je passe inaperçu parce que je suis entouré de gens comme moi. Mais donc, mon existence, elle est, elle est politique et le fait de survivre et de vivre tout simplement, c'est une certaine forme d'activisme. Et c'est épuisant, on peut quand même le dire, honnêtement, c'est épuisant. Euh, Parce que je veux pas me victimiser, mais c'est vrai que parfois, dans certaines situations, on vit dans une peur constante de l'agression, de l'insulte. Euh, et ça prend déjà tellement d'énergie que le peu d'énergie qui nous reste, qu'on a envie d'utiliser pour aller danser, faire un projet, un podcast, lire des bouquins, partager un verre avec sa famille, ses amis, toutes ces petites choses banales mais qui prennent du temps et un peu d'énergie. Cette énergie qui nous reste, on s'attend, enfin la majorité s'attend à ce qu'on l'utilise pour les éduquer. Donc à la fin de la journée, moi je suis épuisé quoi. Bah, je comprends, mais aussi parce que on n'est pas dans un monde et une société
inclusive et où j'imagine que les agressions, enfin, en tout cas moi, celles que je perçois le plus et qui sont propres à mon expérience concernent principalement le sexisme et où dans la publicité c'est omniprésent, etc. Mais j'ose même pas imaginer, je le sais de par ce que j'entends et de ce que les personnes qui m'entourent queer me partagent, mais que la transphobie, l'homophobie, etc., elle est partout, dans toutes les discussions, même dans des interactions, quoi. Pour moi, on ne peut pas vraiment mettre de priorité sur une forme d'ordre de discrimination sur une autre, parce que qu'on soit une femme cis... bien sûr, plus on entre dans une catégorie minoritaire et plus on va vivre des discriminations qui sont multiples. Je pense par exemple à une femme trans racisée. Elle, c'est dans tous les sens, toutes les discriminations possibles, et j'imagine même pas la force qu'ont ces personnes, je les respecte tellement, parce que déjà moi je vois mon quotidien comme il est fatigant, et pourtant j'ai la chance de ne pas subir de discrimination raciale étant une personne blanche, d'avoir un statut social aisé, et donc de ne pas souffrir de ce stress omniprésent, la recherche lié au revenu, etc. Donc c'est vrai que toutes les agressions, quand je dis agression, je pense pas forcément à agression physique, hein, mais agression verbale, visuelle, comme tu disais, dans la publicité, la musique, les films, grand public, etc. Il y a tout, quoi. Et c'est pour ça aussi que je considère que la non-mixité ou la mixité choisie est hyper importante, et elle est souvent reprochée. Qu'elle n'aide pas à faire avancer le débat, blablabla. Qui est souvent un argument qui revient souvent sur la table quand on parle de mixité choisie. Mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper important de temps en temps de me retrouver dans des espaces avec des gens qui sont comme moi, et où je ne vais pas entrer en interaction avec des gens à qui je vais devoir expliquer mon identité, expliquer mon genre, expliquer mes points de vue, expliquer ceci, cela. Parfois, on n'a pas envie d'être en présence de son oppresseur. C'est un peu bizarre à dire, c'est un peu grandiloquent comme formulation de phrase, mais c'est aussi sympa d'être dans une situation où on n'est pas l'espèce de bête de foire, quoi. C'est quelque chose que tu ressens souvent? Enfin, c'était dans le sens, c'est pas en étonnement, tu vois. Je me dis bien que c'est quelque chose de ressenti dès lors qu'il y a appartenance à des formes de minorité, mais le côté bête de foire, même dans des espaces avec des personnes que tu connais ou autres. Bon, le terme bête de foire, il est un peu... c'est vrai il prend des grosses proportions, mais c'est vrai que en grandissant, en étant adolescente, j'étais l'homo de mon groupe d'amis. Puis j'ai toujours été une personne assez extravagante, comme je disais, dans mes vêtements, mon maquillage. Je porte beaucoup de bijoux. Donc forcément, quand tu grandis avec beaucoup d'amis garçons hétérosexuels cis, t'es un peu cet ami un peu extravagant, un peu bizarre. Et même aujourd'hui dans ma classe, moi je suis étudiante en sciences biomédicales, donc c'est un monde qui est quand même... Le monde scientifique, c'est un monde qui est assez normé. Et c'est vrai que dans les gens de ma classe que je côtoie, qui sont des très belles personnes, hein, que depuis que je les ai rencontrées, elles font beaucoup d'efforts pour ne pas me mégenrer, ne pas me ménommer, ce que je trouve génial. Mais je suis quand même un peu, en anglais on dit the odd one out, la personne toujours un peu bizarre du groupe. Et même avec mes meilleurs amis non queer, mais aussi en partie parce que j'ai des idées assez radicales, que certaines personnes considéreraient assez radicales. Donc voilà, c'est vrai que de temps en temps, des espaces sécurisés, des safe spaces en non-mixité, c'est aussi important pour moi, pour un peu me ressourcer, entre guillemets. Et ça revient aussi à ce que tu expliquais, j'ai l'impression, avec le milieu drague et le fait de refaire famille. Pour
pour avoir des espaces de soutien dans un monde encore très violent, dès lors que tu corresponds pas aux normes de genre binaire, blanche, hétéro, patriarcale, aisée et la grande liste. L'idée de communauté, l'idée de famille, de cercle restreint revient beaucoup parce qu'il est nécessaire en fait. C'est pas forcément une volonté d'exclusion de l'oppresseur entre. Enfin, en soi, oui, c'est une volonté d'exclusion, mais c'est pas qu'on ne veut pas les inclure pour ne pas faire changer les choses. C'est juste que, de leur part, ils pourraient comprendre aussi que de temps en temps que il y a cet espace-là. On a besoin d'être entre nous parce qu'on se comprend plus facilement. Moi, je n'ai pas que des amis queer parce que je trouverais ça triste au final. Plus on connaît de gens et plus ces personnes nous apportent la richesse de leurs propres expériences. Donc se limiter à une forme d'existence, c'est dommage. Après, ne pas être confronté à cette majorité, elle est utile et elle est nécessaire, quoi. Et tu parlais de radicalité avant. C'est quelque chose que je pense aussi de moi, que je suis radicale, mais où souvent, quand je dis ça, j'ai l'impression que les réactions externes sont vraiment assez paniquées par ce terme et assez, comment on dit, péjoratives. Là où pour moi, on peut amener des idées radicales avec bienveillance. Et tu as mentionné ce terme avant, dans quel sens tu l'entends ? Mais c'est assez drôle parce que c'est un terme qui revient beaucoup, je trouve. Dès qu'on sort un tout petit peu des schémas de pensée normés, en fait. Moi, j'ai grandi dans un milieu blanc, bourgeois catholique, donc très hétérosexuel, très cisgenre. Et avec ma famille large, mes cousins, oncles et tantes, etc. Vu que mes idées sont opposées aux leurs, je suis forcément radical en fait. Et j'ai l'impression que dès qu'on dévie un tout petit peu du système de pensée, on est forcément radical, quoi. C'est les féminazis chez les féministes, c'est les anarchistes communistes de gauche, alors qu'en plus, je considère pas forcément que mes idées sont radicales, mais vu qu'elles dévient un tout petit peu du système de pensée, je suis perçu comme radical, quoi. Ce que je trouve assez drôle. En fait. Et où j'ai l'impression aussi que parfois Enfin, moi, je sais que souvent dans mes raisonnements, j'en reviens un peu à l'idée que on est dans un système qui, en tout cas pour l'instant, se met du côté des personnes privilégiées, qui oppriment, et où avancer et faire évoluer la société, ça demande en fait une refonte de plein de choses, que ce soit l'éducation ou autre. Et c'est en ce sens-là que c'est perçu comme radical, j'ai l'impression. C'est le fait qu'en fait, ce soit plein d'institutions qui soient amenées à être repensées. Ah oui, c'est clair. Mais c'est un exemple qui me vient en tête, mais quand j'avais commencé mes études de médecine, et donc j'évoluais dans un monde qui au final était très pathologisant. La médecine, c'est vraiment très blanc, très noir, je trouve. Mais c'est vrai que dans les terminologies employées, en fait, on parle de malformation. Mais j'avais ouvert un discours avec mes amis qui étaient avec moi dans ma classe, par rapport en fait aux termes employés en médecine et à leur pouvoir de pathologisation. Et pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt déviation au lieu de malformation ? Parce que malformation, c'est quand même un côté hyper péjoratif en fait. Bien sûr, mais comme s'il y avait une seule manière pour que ce soit une partie du corps normée ou autre, et le reste va être malformation. Enfin, il y a déjà c'est déjà péjoratif dans le mot. C'est déjà connoté de manière assez péjorative. Après, je comprends qu'en science, on donne tant d'importance à cette normalité. C'est pas quelque chose que je défends forcément, mais c'est quelque chose que je comprends puisque la majorité de nos études scientifiques, elles nous décrivent un comportement lambda et des comportements autres. Ce que je reproche, c'est que ces comportements autres
ils sont forcément considérés comme mauvais. Et dans cette discussion que j'avais amenée, pourquoi ne pas plutôt parler de déviation que de malformation, de nouveau j'étais considéré hyper radical. Alors qu'au final, c'est pas une question si choquante que ça. Enfin, pour moi, c'est pas une question. Mais c'est une question qui remet, en fait, euh, tout le système de pensée et de terminologie dans la médecine. Donc, forcément, les gens ils disaient, mais les mots ont un sens, blablabla. Bla, bla. Le problème, c'est justement ça pour moi, c'est qu'ils ont un sens, mais ils ont aussi des symboliques. Et en fait, le nombre de fois où... Mais déjà, rien qu'avant, tu m'as fait rire quand on buvait un café avant de commencer l'interview et où t'as dit, ouais, j'étais con, ou je sais plus exactement ce que t'as dit avant de dire, ah non, mon Dieu, c'est sexiste. Et c'est vrai, c'est juste que les termes ont un poids, en fait. Certes, ils ont un sens, mais ils ont aussi un poids. Oui, et qu'aujourd'hui, la majorité du temps, la majorité des gens ne savent pas que con, c'est un mot qui dans sa racine, signifie appareil génital féminin. Donc on l'emploie plus de manière sexiste, entre guillemets, mais ça a une racine hyper sexiste. C'est comme le mot PD, c'est le mot qu'un adolescent homme entendra le plus dans sa vie de manière insultante. C'est l'insulte qu'il entendra le plus. Et quand je discute un peu avec des gens et que j'entends souvent des gens dire PD ou enculé, et que je leur dis mais vous pouvez pas utiliser ce terme-là, c'est homophobe. Et ils me disent mais non, on l'utilise plus de cette manière-là, ça veut plus vraiment dire ça, c'est pas de l'homophobie. Je leur dis mais la racine première, c'est quand même d'utiliser la sexualité de quelqu'un de manière péjorative. Alors oui, peut-être que pour toi aujourd'hui, PD, ça se réfère plus vraiment à, à, à homosexuel, mais le sens premier, il est là, et donc pour moi, c'est hyper grave en fait. Ouais, je comprends. Et puis l'homophobie, elle est sous-jacente. Mais je pense que les gens, quand elles sont repris sur un terme utilisé, le premier réflexe, c'est de dire je suis pas homophobe, je suis pas raciste ou autre, alors que c'est même pas une question. C'est juste que les expressions peuvent l'être. Pour ne pas être une personne homophobe, raciste ou autre, faut déjà juste se dire ah ouais, ok, le mot que j'ai utilisé là, il est problématique, il a heurté. Alors juste, je l'enlève de mon vocabulaire, ou du moins je vais tenter. Mais en fait, je pense que beaucoup de gens considèrent qu'ils sont pas homophobes ou qu'ils sont pas sexistes ou qu'ils sont pas racistes ou pas validistes s'ils ne le sont pas de manière active. S'ils n'ont pas un discours qui est on va leur casser la gueule ou on va leur empêcher tel droit ou etc. Mais on évolue dans un système qui est homophobe, qui est transphobe, qui est sexiste et qui est raciste. Moi, j'ai grandi malheureusement dans une éducation qui ne se voulait pas forcément activement homophobe, mais qui l'était. Donc en fait, oui, dans la majorité des expressions qu'on utilise, beaucoup de blagues qu'on fait, l'humour, etc., c'est une oppression qui est passive, qui est dans le vocabulaire, dans le langage, et qui peut paraître très anodine pour certaines personnes, mais qui, pour moi, sont hyper violentes en fait au quotidien. Parce que se faire agresser physiquement, par exemple, c'est très violent. Je dis pas le contraire, mais on va dire c'est un moment précis d'agression physique. Alors que ces micro-agressions de vocabulaire visuel dans la pub et dans la musique, c'est aussi tous les jours, tout le temps, non-stop, et ça creuse, quoi. Ça s'ancre. Voilà, ça s'ancre. Et t'as beaucoup parlé du drag comme politique, d'activisme, etc., de féminisme, et je t'ai même pas posé en fait la question un peu principale de ce podcast qui est quel a été ton déclic pour t'intéresser aux différentes thématiques et luttes qui forment ton activisme et ton engagement féministe? Je pense pas que je peux parler d'un déclic, c'est clair. J'ai appréhendé ces sujets un peu au fur et à mesure, en fait.
parce que j'ai eu la chance de grandir avec un grand frère lui-même queer qui m'a amené beaucoup de thématiques et de sujets, qui a fait une grosse partie de mon éducation. Donc, les premiers déclics de mon activisme liés à l'orientation sexuelle, ils datent de la fin de mon adolescence, début de mon jeune âge adulte, même si je ne me considère pas vraiment adulte. Les questions de transidentité, mon activisme par rapport à ces thématiques-là, il est assez récent. Mon investissement dans les thématiques féminisme a découlé au final des discriminations homophobes que je subissais, en partie parce que je considère, c'est peut-être très naïf de ma part, mais je considère que quand on souffre d'une discrimination quelle qu'elle soit, on devrait se battre contre toutes les autres formes de discrimination. Alors oui, c'est difficile à faire parce qu'il y en a tellement, mais je comprends pas comment, quand on souffre d'une discrimination, on peut imposer d'autres formes de discrimination à d'autres personnes, en fait. Quand j'ai commencé à appréhender l'activisme queer, j'ai réalisé énormément de choses par rapport à la situation des femmes et les problématiques de misogynie et de sexisme. Donc, je me suis investi là-dedans aussi. Après, j'ai aussi été amené à rencontrer de très belles personnes et des personnes incroyables qui m'ont amené certaines thématiques et m'ont introduit à certaines thématiques. Je pense particulièrement aux questions raciales. Donc je peux pas vraiment parler d'un déclic. Après, le drag, ça n'a pas été vraiment un déclic, c'est plus que c'est une forme d'art qui me permet d'appréhender des codifications de genre qui m'ont été refusées en grandissant. Parce que le drag, c'est pas forcément représenter la féminité, c'est plus jouer avec des codes très culturels et très sociaux. Et donc, je connais beaucoup de drag queens qui surjouent en fait des formes de féminité. Pour moi, c'était important d'inclure certains questionnements de ma vie de tous les jours dans ma forme d'art performative. Mm-hmm. Bon, après, j'ai dit ça, mais je performe depuis assez peu de temps. Mais c'est super. On sentait un peu le petit syndrome de l'imposteuse, là. Oui, d'une certaine manière, oui, parce que je fais ça depuis assez peu de temps et que je performe à côté de drag queens qui font ça depuis plus longtemps que moi et donc qui ont des approches beaucoup plus critiques dans leur performance. Donc c'est vrai que peut-être que si certaines m'écoutent, elles vont se dire mais elle n'est pas si critique que ça, Lorelai. Et c'est vrai, mais c'est en tout cas une idée et quelque chose que j'aimerais vraiment faire dans le futur. Après, je dis pas que du drag non critique n'est pas intéressant, hein. Mais en fait, ce que je trouve assez drôle, c'est que le drag, tout simplement, est critique, puisqu'il joue avec des codes. Donc forcément, le fait d'être un homme et de porter des talons de 18 cm, le fait d'être une personne non-binaire et de jouer avec ses codifications, ou même d'être une femme cis et de faire du drag, en soi, c'est politique d'une certaine manière. Non mais moi, rien que d'imaginer des talons de 18 cm, je décède. Mais vraiment. Après, il faut le dire, le drag, c'est un sport. Les gens le perçoivent pas forcément, mais c'est un sport, quoi. C'est très physique. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend... Et puis, il y a la souffrance physique de porter un corset. Si on porte un corset, moi, je porte un corset dans ma prochaine performance. Et c'est quelque chose de génial à porter, moi j'adore ça, mais c'est clair que c'est pas un truc qui est agréable. Et passer 8 heures en talons avec un corset, une perruque qui tient hyper chaud, 6 paires de collants, enfin, en soi c'est assez physique, quoi. C'est assez marrant aussi. Pourquoi tu mets autant de collants? Pourquoi je mets autant de collants? Alors là on va rentrer dans le drag, mais... pardon. Non, pas du tout. C'est parce que quand on est un homme qui fait du drag, on n'a pas forcément certaines formes corporelles qu'ont la majorité des femmes, ou qu'on attend qu'une femme ait, ou
comment on perçoit le corps d'une femme. Donc des hanches développées, des seins, etc. Donc on utilise ce qu'on appelle du padding, qui sont des genres de coussins de mousse qu'on taille d'une certaine manière et qu'on met sur nos hanches pour accentuer ces formes. Le drag, c'est beaucoup dans l'accentuation, la caricature, l'exagération. Donc on surjoue énormément de choses parce qu'en soi, moi, je connais pas, dans les gens que je côtoie, je connais pas énormément de femmes qui, tous les jours, portent des talons de 18 cm, se maquillent pendant 4 heures, portent des perruques. Donc on porte beaucoup de collants pour lisser ces coussins de mousse et permettre qu'on les voit pas vraiment à l'œil nu. Et puis aussi parce que parfois je suis j'ai pas les jambes épilées et que je porte plein de collants pour qu'on voit pas que j'ai pas les jambes épilées. Après, de nouveau, ça c'est aussi très personnel. Je connais plein de drag queens qui ne s'épilent pas parce qu'elles considèrent, et je considère aussi d'ailleurs, et je vais commencer à le faire parce que je me dis que c'est un peu bête, mais que les femmes ne devraient pas forcément être épilées, et que les femmes ont le droit d'avoir des poils, elles devraient avoir des poils si elles ont envie d'avoir des poils. Donc il y a aussi beaucoup de drag queens qui gardent leur pilosité, soit au niveau des aisselles et des jambes, soit au niveau de la barbe et du torse, pour montrer que la féminité, c'est pas forcément un corps, un berbe des femmes dans les publicités Vénus, quoi. Le poil est politique aussi. Le poil est méga politique, le téton est méga politique. Ah non, mais moi, je suis une grande partisante du mouvement de libération du sein, quoi. Je suis choquée que la femme n'ait pas le droit de montrer son sein dans l'espace public de la même manière que l'homme. Parce qu'après, si je vois un mec torse nu dans la rue, je vais être là genre... Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait? Après, bon, au final, il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais ce que je trouve choquant, c'est vraiment que ce soit hyper... c'est le cas de l'homme et jamais le cas de la femme. Et c'est hyper choquant et vulgaire et indécent de voir un téton féminin. Non, mais moi, franchement, à la plage ou à la piscine, j'y pense à 2 fois avant de me dire est-ce que je vais faire du topless ou pas, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Et puis bon, quand tu vois après que sur les réseaux sociaux ou autres, il y a des publications censurées dès lors que c'est en téton féminin, alors qu'en téton masculin, il passe crème. Et comme question de fin, en général, je demande à toutes les personnes que j'invite si elles ont des recommandations particulières sur soit des thématiques qu'on a abordées, soit juste un sujet qui t'intéresse en ce moment, quelque chose que tu aurais vu, lu, entendu, que tu veux partager, une œuvre, une musique, peu importe, ce qui te fait plaisir. Mais je pense que dans l'intersectionnalité de 2 choses que j'aime beaucoup, qui sont la danse et les médias visuels, les séries, je recommanderais de regarder la série Pause, en fait. Est-ce que tu pourrais nous proposer un petit synopsis? C'est une série qui se passe aux États-Unis dans les années 1980 et qui décrit la vie majoritairement de personnes transracisées. Et c'est une série personnellement que j'aime beaucoup parce que premièrement si je dis pas de bêtises, c'est la première série avec un cast majoritairement trans, donc des personnes trans qui jouent des personnages trans, ce qui est hyper important, et qui amène énormément de sujets passionnants comme la crise du sida dans les années 80 aux États-Unis, la ballroom scene, qui a toute une culture que je ne peux pas résumer là parce que c'est trop long, mais qui est magnifique, qui est une culture magnifique basée sur cette idée de famille, sur de la danse, de l'art, de ce qu'on appelle des pageantries, c'est des concours, pas vraiment des concours de beauté, mais qui peuvent être assimilés en tout cas assez dynamiques, quoi, de défiler devant un jury et autres. Et autant c'est une série qui est agréable à regarder, qui a une bande son magnifique, des scènes incroyablement belles, mais en plus c'est une série qui traite de sujets politiques et qui a beau se passer dans les années 80, c'est hyper actuel aujourd'hui.
Je la connais pour l'avoir regardée et vraiment, je pense que j'ai plus vécu pendant une semaine tellement j'étais à fond dedans. C'est juste vraiment très beau et je la conseille à tout le monde alors. Merci pour ce conseil. Et moi, je pense que je conseillerais d'écouter l'artiste FKA Twigs, que tu connais aussi, qui a sorti un nouvel album récemment qui s'appelle Marie Magdalene, en référence à l'histoire biblique chrétienne de Marie-Madeleine supposée prostituée auprès de ce bon Jésus. Et je saurais pas décrire, je suis très nulle pour les styles musicaux, mais c'est très expérimental et elle fait des choses incroyables, elle mixe plein de formes d'art différentes. J'ai regardé pas mal, vu que je fonctionne par monomanie, j'ai regardé pas mal de ses performances, où elle fait aussi beaucoup de pole dance, elle a une voix folle, super claire, enfin, son album est super. Et ses interviews sont très intéressantes, plein de points de vue et de choses à piocher aussi par rapport aux thématiques féministes. Et puis, si je peux faire un petit commentaire, on a amené une artiste états-unienne et une série états-unienne. Mais au niveau suisse, au niveau régional, en Romandie, il y a plein d'artistes. Je pense notamment à la musique, hein, mais il y a plein d'artistes romans qui font des trucs géniaux et c'est chouette aussi de s'y intéresser. Parce que oui, les États-Unis ont énormément de pouvoir au niveau culturel, mais c'est cool aussi de valider nos artistes à nous. T'as une idée en tête? Enfin, je pense là, tout de suite dans ma tête, le premier nom qui me vient, c'est H. Callisto, qui est un rappeur. On peut décrire ça comme du rap queer. Je sais pas vraiment si c'est la bonne terminologie, mais vu que le rap est un milieu musical un peu homophobe, lui inverse ses tendances dans sa musique en fait, donc on peut appeler ça un peu du rap queer. Mais je pense à ça parce que j'ai écouté ça récemment. Ok, cool. Voilà. Et artiste local? Il est lausannois. Oh wow. Je crois que j'ai entendu parler d'une lausannoise rappeuse aussi, Badney. Je ne saurais pas comment prononcer ça, mais qui a une sacrée énergie. J'ai regardé aussi quelques-uns de ses lives qui sont disponibles sur les internets mondiaux. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison de soulever ça, que par ici aussi, il y a plein de choses qui se créent. Il y a aussi ton collectif drag qui fait des soirées régulièrement. La House of Johnny Vegas, à Genève. Exactement. N'hésitez pas à aller voir leur travail et voir peut-être Lorelai sur scène. Mais oui, n'hésitez pas à venir me voir, peut-être ça vous plaira, je sais pas. Je peux pas vous garantir. Mais... Moi j'en suis sûre. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci à Grim de s'être confié à mon micro et à toi d'avoir écouté cet épisode de Décharge. Si tu as aimé, que tu as une remarque ou envie de m'envoyer du love, on ne sait jamais. Bref, soutenir ou faire évoluer mon travail, n'hésite pas à partager et commenter sur les différents réseaux sociaux. Décharge se retrouve sur Facebook, mais aussi sur Instagram, décharge-doc. Et si tu as manqué un épisode de Décharge, tu peux tous les retrouver sur les différentes applis de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, bref, tu as l'embarras du choix. Merci à Décadré également pour la collaboration et la diffusion. Tu peux retrouver leur taf sur leur site décadré.com. Encore merci pour l'écoute et nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine conversation. À tantôt!